Vous avez décidé de passer à l'achat immobilier locatif, c'est fantastique. Si vous avez suivi la vidéo intitulée Où acheter en 2020, vous avez probablement fait le choix d'investir dans une de ces top villes françaises qui ont vu leur prix d'immobilier croître les 10 dernières années, comme notamment Montpellier, Nantes, et vous allez probablement éviter d'investir dans des villes qui malheureusement, comme Saint-Étienne ou d'autres, je pense à Le Havre, toute la région de la Moselle, qui ont des perspectives économiques et démographiques qui suggèrent au contraire que la situation va continuer de se dégrader, tant au niveau du marché de l'achat-revente, de l'immobilier, mais aussi au niveau du marché locatif. Je vous invite donc à aller découvrir ces vidéos en cliquant sur un des liens qui doit apparaître à l'écran pour que vous puissiez voir ma méthode de scoring qui va vous permettre de sélectionner la ville où investir en 2020. Mais si vous faites le choix de l'investissement locatif, vous avez aussi probablement fait connaissance de cette seconde vidéo au contenu, j'espère, pédagogique pour vous, parce qu'elle, je crois, elle éclaire la compréhension essentielle pour tout investisseur de l'immobilier locatif des 4 axes d'enrichissement. Euh, un d'entre eux, notamment, c'est l'appréciation du bien immobilier acquis sur une durée de détention. À mon avis, un problème auquel vous allez vous confronter, quand vous décidez d'investir en 2020, c'est que l'évolution des loyers a été inférieure à l'évolution des prix de l'immobilier. À l'exception notable de l'Île-de-France, où les deux marchés ont explosé ces dernières 10 années, en France, vous pouvez le voir à l'écran, sur les dernières 10 années, l'augmentation moyenne est de 14%, alors qu'on a vu des prix allant bien plus que ça sur le marché des prix de l'immobilier à l'achat-revente, allant de 40-60% sur la même période. Pourquoi? Et parce que les hausses des loyers sont régulées par l'indice de référent des loyers, IRL, alors que les prix de l'immobilier, eux, sont libres. Conséquence, il y a donc eu un effet de ciseau qui nous est défavorable à nous, investisseurs, qui souhaitons investir dans l'immobilier locatif en 2020. Donc, quand bien même la baisse des taux vient amoindrir cet effet de ciseau, donc entre l'évolution du prix des loyers et l'évolution des prix de l'immobilier, la baisse des taux vient amoindrir cet effet-là, mais malheureusement, on est dans une situation dans laquelle les loyers que nous allons toucher de nos locataires ne couvriront absolument pas la mensualité de l'emprunt, plus les charges inhérentes à la propriété de l'appartement ou de la maison que vous avez acheté pour investir. Ceci se voit très bien dans l'évolution du rendement locatif. Un exemple que je connais bien, celui d'un achat d'un T3 dans l'ancien sur Marseille, dans un quartier bien placé, par exemple le deuxième arrondissement, près de la Joliette, on obtient un rendement entre 5 et 6%. C'est correct, tel qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, avec 5% de rendement et plus, ça ne permet pas l'équilibre financier mensuel entre les revenus perçus et les charges, dont la mensualité de l'emprunt. Ici, je me place dans le cas de la location à longue durée, non pas dans des locations plus agressives de type courte durée ou colocation assez agressive. Donc, pour être très concret, je vous recommande de faire vos études de marché dans la France, telle que là, je viens de le prendre à l'instant à l'écran. Regardez le marché locatif, allez interroger les agents immobiliers sur le terrain. Regardez les prix vraiment pratiqués en termes de pouvoir locatif. Parce que vous ne serez pas en mesure de dicter le prix que vous souhaitez obtenir en termes de loyer, mais vous allez devoir subir le loyer tel qu'il est actuellement en vogue dans les différentes zones de vos villes. Faites-vous une idée précise de ce loyer-là, car encore une fois, sauf si votre appartement est d'une valeur exceptionnelle, d'une localisation exceptionnelle, vous serez encore une fois contraint de pratiquer un prix qui est dicté par le marché. Peut-être avec une prime de plus 10, plus 20%, si vous avez un parking, si vous avez une vue magnifique, si le bien est un flambant neuf, parce que vous avez quelque part une prestation de service qui va être supérieure. Vous pouvez aussi regarder ce que donne le site internet Clameur, qui est probablement le meilleur observatoire des prix de l'immobilier. Voilà donc séduit par un appartement qui semble cohérent avec le type de locataire que vous souhaitez mettre en place. La résidence est propre, vous avez les rapports annuels de copro, vous avez la copie des taxes foncières du passé, vous avez un bon niveau de connaissance des charges de cet appartement-là, notamment dans l'ancien, quels sont les éventuels travaux de la résidence ou du bien que vous serez susceptible de mettre en place. Vous avez dans le neuf éventuellement des frais de mise en œuvre de cuisine ou d'aménagement des placards. Donc vous avez toutes ces informations qui sont pertinentes, qui vont vous permettre maintenant d'aller demander effectivement un emprunt à votre banquier. Avant d'aller voir votre banquier, je vous recommande, et peut-être ici que c'est quelque chose que j'essaie de vous proposer de par ma propre culture, je vous propose de faire ici un bilan prévisionnel financier sur la durée d'attention que vous avez en tête pour cet investissement. Ça ressemble un petit peu à ce type de document-là. C'est en fait une évaluation
qui est basé sur des hypothèses conservatrices d'augmentation du coût de la vie, pour les charges de taxes foncières et charges de propriété, une appréciation de l'évolution du marché immobilier dans lequel vous avez acheté, qui va vous permettre de simuler effectivement la performance financière de votre bien. Donc ça vous permet aussi d'arbitrer. Est-ce que je vais acheter ou pas dans un appartement donné? Est-ce que je préfère une opportunité à Rennes plutôt qu'à Nantes, avec évidemment des biens comparables? Quelle va être par exemple mes attentes en termes de niveau de loyer dans une ville où je sais que la demande locative est plus forte qu'une autre? Voilà, l'idée vraiment, c'est que vous créez votre propre matrice, notamment sur un fichier Excel, qui va vous permettre de pouvoir être capable de pouvoir évaluer les différentes opportunités d'investissement que vous avez. C'est aussi un élément très, très important parce que ce document-là va vous permettre d'aller voir votre banquier et de lui montrer et vous démontrer finalement votre compétence en tant qu'investisseur. Donc en montant ce plan prévisionnel, forcément, vous avez dû vous rendre compte que nous avons un souci de cash flow mensuel pendant la durée de vie de l'investissement. Passe encore que l'on ait des frais de début d'investissement, comme les frais de notaire, le coût de cautionnement du crédit habitat ou du crédit logement, les frais de dossier de votre banque, vous allez vous rendre compte que pendant la durée prévisionnelle de votre investissement, votre cash flow mensuel sera négatif. Je prends un exemple concret. Donc voilà pour ce qui est du loyer, c'est le même exemple qu'on a pris précédemment. Vous allez donc voir qu'on a ensuite une taxe foncière annuelle, des charges de copro qui sont à peu près ici à 350 euros par trimestre, qui me semble à peu près la moyenne par rapport à mon expérience. Là ici, sur les 210 000 euros d'achat, on va donc ici avoir un emprunt sur 20 ans avec une mensualité de 985 euros par mois, avec à peu près un taux de 1,20%. Donc vous voyez, hein, il y a moyen de faire mieux, mais je prends ici l'assurance de l'emprunt incluse. On va faire abstraction de l'impôt sur le revenu. Et si vous faites l'addition et la soustraction, en l'occurrence des charges, vous allez avoir sur une année moins 3 170 euros, soit à peu près 264 euros de coût de cash flow négatif mensuel. Donc voilà ce à quoi ressemblera votre investissement sur la dizaine d'années. Une année 0, ici négative, j'ai mis un chiffre rond de 20 000 euros pour tous les différents éléments que j'ai cités précédemment. Prévoyons ensuite à côté d'avoir ensuite un certain nombre de cash flow négatifs de l'année 2 à 9, ce qui veut dire qu'il va falloir remettre 300 euros à peu près tous les mois sur le compte bancaire sur lequel vous allez effectivement encapsuler, si vous voulez, vos entrées et sorties de trésorerie sur votre investissement. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment à la revente de l'appartement que vous allez enfin avoir une grande entrée de cash qui se décompose ainsi. Il y a le prix de vente, c'est-à-dire c'est le prix d'achat en espérant que vous l'avez acheté au bon prix du marché, qui sera donc apprécié au bout de la durée des tensions, d'ici 10 ans. J'ai pris ici une hypothèse très conservatrice de la croissance que vous voyez à l'écran. Et puis vous allez voir le deuxième élément qui est le dénouement du prêt à la banque. C'est-à-dire que vous avez emprunté par exemple 210 000 ou peut-être même 220 000 euros pour un prêt d'achat de 210 000 euros. Et au bout de 10 ans, avec vos remboursements mensuels, vous avez amorti le capital restant dû, qui ici aura baissé de 58 000 euros à peu près, peu importe. L'idée, c'est que le net des deux opérations, la vente chez le notaire et le net du remboursement à votre emprunt, à votre partenaire bancaire, vous permet d'avoir un net dans votre poche de 87 467 euros. Ici, dans cette configuration, nous sommes avec un taux de rendement raisonnable de 8,7%. Pas terrible, mais c'est acceptable. Et donc, les problèmes que nous pouvons évidemment voir sont, je pense, assez clairs. Le premier inconvénient, c'est la pression négative sur votre trésorerie mensuelle. Imaginons que vos revenus principaux devaient être amenés à chuter pendant ces 10 années-là. Ça vous met en situation inconfortable parce que ça va peut-être vous donner envie, vous allez vous retrouver même à être obligé de revendre plutôt que prévu, avec les conséquences négatives que ça peut avoir si malheureusement le prix de revente devait être, je dirais, non optimisé. Le deuxième impact, évidemment, c'est votre capacité d'endettement. C'est-à-dire que si vous voulez refaire un deuxième investissement derrière, le fait que vous ayez un premier investissement qui soit négatif en cash flow net veut dire que votre banquier, quand il va regarder de nouveau votre capacité d'endettement, il va dans vos charges mettre votre emprunt et dans votre revenu, il va mettre 70% de votre revenu annuel locatif. Donc vous allez aller quelque part mettre dans votre situation financière globale un premier investissement qui aura un effet dilutif parce qu'il va venir dégrader vos capacités d'endettement. C'est quand même un peu dommage. Le troisième impact, c'est votre sensation d'enrichissement personnel. Parce que finalement, pendant 10 ans, vous allez avoir sorti de l'argent la première fois. Tous les mois, pendant 10 ans, on sortait de l'argent. Je crois que contrairement, par exemple, à des actions cotées en bourse, où on peut voir leur évolution au fur et à mesure des années, là, vous allez avoir qu'un sentiment quelque part de dépréciation de votre valeur et d'investissement, parce que vous remettrez toujours au pot.
sans avoir de visibilité sur la réelle éventuelle appréciation du bien, quitte à éventuellement faire des calculs ou des estimations auprès d'agences bancaires régulièrement. Donc ici, encore une fois, ce phénomène de devoir remettre au pot joue contre vous et va, à mon avis, va vous faire probablement hésiter à l'idée d'investir. D'où, à mon avis, le sens de cette vidéo-là et de vous dire comment passer outre ces difficultés. Donc, comment éviter ce problème de pression négative financière? La première, bon, évidemment, en termes de prêt, prenez un prêt à taux fixe. Quand on regarde l'historique de l'évolution des taux, on se rend bien compte que vouloir ici prendre un taux variable pour éventuellement profiter d'une baisse complémentaire, devrait-elle arriver d'ailleurs, n'a pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, en cristallisant un taux d'emprunt à 1%, voire moins, je pense qu'on est en train de faire une très très belle opération par rapport à des investissements qui rapportent entre 5, 6, 7 et jusqu'à bien plus en pourcentage de rendement. Le deuxième, évidemment, c'est prenez un emprunt d'une durée relativement longue. Alors, 25 ans et 30 ans me semble excessif, essentiellement pour des raisons d'amortissement du capital, mais aller sur une durée comprise entre 15 et 20 ans est une bonne idée, et vous voyez que les gains en termes de taux ne justifient pas de prendre un taux beaucoup trop court, qui par contre, lui, va vous forcer à rembourser un capital de manière encore plus rapide. Donc, je propose en fait trois idées qui vont vous permettre, je crois, de contourner ces difficultés-là. Ce que je vous propose, c'est de partager avec vous trois astuces, trois demandes de financement qui me semblent plus adaptées, plus intelligentes et plus propices à l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2020. Ceci dit, quand même, un bémol, pour les personnes qui sont plutôt des dépensiers compulsifs, comme certains de mes amis IS de type Batoul ou IES comme ex-petit ami, là, ces trois astuces-là vont pas trop vous aller parce qu'elles vont demander d'avoir un minimum de discipline par rapport au cash que vous allez générer. Mais elles sont très efficaces et certaines, je les ai moi-même mises en œuvre. D'ailleurs, j'ai mis en œuvre les trois, donc je peux en parler avec la connaissance de la pratique. La première astuce, c'est le différé de paiement. L'idée, c'est de demander à votre banquier de prendre un prêt amortissable à mensualité constante, donc classique, mais en mettant en introduction un différé de paiement. Alors ça se fait beaucoup dans le neuf, ça peut se faire dans l'ancien aussi. Vous pouvez demander 6 mois, 12 mois, 24 mois. Que se passe-t-il? Pendant cette période de 6, 12 ou 24 mois, vous ne rembourserez que l'assurance du prêt, aucun capital, aucun intérêt. Du coup, vous imaginez bien que comme vous ne remboursez rien, vous avez donc le temps de mettre en place un bon locataire. Et une fois celui-ci en place, vous allez avoir tous les mois son revenu, avoir quelques charges fiscales qui vont tomber, mais aucun remboursement d'emprunt à faire, si ce n'est un peu d'assurance de prêt. Donc vous allez finalement créer une accumulation de trésorerie sur ce compte sur lequel vous allez effectivement centraliser vos dépenses et vos rentrées de loyer. Qui vous permet effectivement, si on prend l'exemple d'à peu près qu'on a pris tout à l'heure précédemment, vous allez pendant quelques temps avoir 700 € qui vont rentrer tous les mois pendant peut-être un an. On parle de pas loin de 9000 € de cash qui seront accumulés sur ce compte bancaire de gestion de votre appartement et qui permettront de faire face et de voir venir, bien évidemment. Les avantages sont donc très clairs. Vous allez pouvoir constituer une réserve de sécurité. Vous n'allez pas vous retrouver sous la pression de trouver absolument un premier locataire et de faire une impasse sur la qualité de ce locataire-là. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est que vous augmentez un peu votre coût de financement. Les intérêts intercalaires que vous allez payer, pour les avoir payés moi-même, sont relativement faibles avec les taux d'intérêt actuels. Et je dirais cette paix de l'esprit que vous allez obtenir en contrepartie me semble très intéressante. L'astuce numéro 2 est de demander un prêt à taux fixe, mais avec un prêt par palier progressif. L'idée ici, c'est que plutôt que rembourser à peu près, par exemple, 1000 € par mois pour un T3, vous allez décider le montant que vous allez rembourser tous les mois, chaque année, ou pendant plusieurs mois, ou pendant plusieurs 2, 3 ou 4 années, de manière à faire évoluer de manière progressive ce palier de remboursement. Il y a un exemple que vous pouvez voir à l'écran. Moi, c'est actuellement ma situation préférée. C'est-à-dire que comme les taux d'intérêt sont relativement faibles, en mettant en place ces paliers-là, je prévois à l'avance quelle sera, je dirais, ma vie financière par rapport à mes investissements. Donc en prenant un appartement de 950 € loué à Marseille, vous voyez avec les paliers qui sont ici, pendant 38 mois, soit plus de 3 ans, le compte bancaire sur lequel je vais recevoir ces loyers-là va gonfler en trésorerie. Parce que, évidemment, la dépense que j'ai ici est bien plus faible que les 950 € de loyer que je vais percevoir.
Puis après, pendant 116 mois, donc à peu près pendant 2 ans, le cash flow sera neutre. Parce que là, par contre, j'ai remonté le niveau de paiement à peu près 100 € de moins que ce que je toucherais, excusez-moi, comme loyer. Ce n'est donc vraiment qu'après 154 mois en cumul, c'est-à-dire 12,8 années, que la mensualité va se mettre à bondir pour un bien que j'ai d'ores et déjà décidé de mettre en vente au bout du 120e mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai 34 mois, 154 mois où le loyer va être très très fort et 120 mois à la date à laquelle je peux commencer à le revendre. Donc, j'ai 34 mois entre les deux pour le vendre avant que cette mensualité ne me force, entre guillemets, à piocher dans ma trésorerie. D'accord? Donc, vous voyez comment on peut, je dirais, finement, finalement, faire du sur-mesure, fixer un taux fixe, mais mettre en place des paliers qui vous permettent de savoir exactement, par simulation, quel sera votre niveau d'effort de trésorerie, au contraire, d'abondance de trésorerie pendant votre durée d'investissement. Au-delà du confort, en termes de cash flow, je pense que l'image ici vous permet de représenter de manière un peu plus pertinente encore ce qui se passe. On a bien ce cash flow négatif la première année, mais finalement, ce qu'on fait, c'est que l'on reprend un peu du cash flow de la dernière année et on vient un peu en profiter sur les cash flows d'année 1 à 9. Et vous voyez, le fait de structurer différemment votre cash flow d'investissement, non seulement vous permet d'avoir ce confort mensuel pendant votre investissement, ce qui me semble pas rien, mais surtout le taux de rendement interne de votre investissement, donc calculé sur Excel, va s'améliorer de manière très considérable. Pourquoi? Parce que non seulement vous touchez plus tôt le fruit de votre investissement, mais vous allez pouvoir le réinvestir. Et ça, là, en termes d'évaluation de performance financière, c'est extrêmement positif. Donc vous l'avez compris, les avantages. Vous allez pouvoir, en synthèse, avoir un cash flow positif. Vous allez pouvoir améliorer votre situation d'endettement si vous allez ensuite refaire une deuxième acquisition. Vous allez pouvoir vous soustraire un petit peu au risque induit par une éventuelle évolution de votre condition salariale qui pourrait malheureusement avoir des pics et des bas. Vous allez pouvoir doper votre rentabilité, vous constituer une épargne de sécurité en cas de coup dur par rapport au bien. Et en quelque part, parce que vous allez augmenter un petit peu le coût de votre financement, vous rendrez votre banquier plus rentable. Ce qui est quand même plutôt intéressant dans un monde où les taux sont très très bas. Et évidemment, comme vous êtes capable d'articuler ce genre de propositions financières, vous démontrez de facto votre éducation financière et vous aurez donc d'autant plus son écoute qui valorisera la pertinence de votre demande. Encore une fois, le coût ici d'intérêt complémentaire sera un peu plus fort, mais il est tellement faible par rapport au gain que je viens d'évaluer à l'instant. Alors effectivement, il y a quand même deux bémols que je tiens à préciser. Numéro 1, attention. Attention à progressivement remonter la mensualité pour que ça donne de la souplesse. Alors l'idée, c'est que, comme on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu la prochaine crise immobilière, l'idée, c'est que quand jamais elle intervient, vous ayez la souplesse de pouvoir, entre guillemets, attendre, de faire un peu le gros dos, le temps que les prix remontent. Ou alors, évidemment, il faut être capable de pouvoir simplement refinancer le bien, si tant est que vous vous retrouvez avec une mensualité trop importante à payer. Et puis évidemment, encore une fois, le deuxième bémol, attention à ne pas manger le cash qui va apparaître, je dirais presque par magie, sur votre compte bancaire. L'idée, c'est d'avoir une approche d'investisseur et donc de réinvestir cet argent-là, ou au contraire de vous en servir, mais comme poche de sécurité pour faire face à différentes nouvelles qui seraient négatives en termes de vacances locatives, en termes de travaux, par exemple, à financer. Astuce numéro 3, c'est le temps de se ressortir dans notre bon vieux prêt in fine avec nantissement de cash en assurance vie. Le principe est très simple. Vous empruntez une somme et vous ne remboursez pendant toute la durée de l'investissement que les intérêts. Le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt. La banque a besoin de se couvrir. Donc elle va vous demander de mettre du cash que vous devez évidemment avoir sur une assurance vie, celle-ci étant ensuite nantie sur le prêt. Puis tous les mois, vous remboursez de l'intérêt et vous mettez du cash complémentaire sur l'assurance vie. Ce cash plus le cash de départ étant investi pour qu'il puisse générer évidemment des dividendes qui s'apprécient dans le temps et pour qu'arrivé en fin de votre prêt, le montant de l'assurance vie ait pris de la valeur et presque, si tant est que vous êtes bon dans votre allocation, permet de payer tout de suite le montant final du prêt, voire de le payer plus tôt, ce qui m'est déjà arrivé. D'accord? Donc il est possible de bénéficier, je dirais, de deux gains. L'appréciation de l'immobilier et l'appréciation de vos placements financiers au travers de l'assurance vie. Dans les avantages, vous pouvez comprendre que, évidemment, on joue sur deux véhicules d'enrichissement au lieu d'un seul, ce qui est très intéressant en termes de rendement total de votre investissement. Vous avez aussi des intérêts d'emprunt qui, comme actuellement ils sont relativement faibles, sont quand même plus élevés que les intérêts d'emprunt normaux, mais ce qui veut dire qu'on peut les déduire fiscalement. Et évidemment, par contre, l'inconvénient, il faut avoir du cash.
Il faut avoir du cash et les banques sont un peu, je dirais, un petit peu froides avec ce genre de placement-là. Il fut une époque, je pouvais apporter que 30 à 40 de la valeur de l'investissement parce que j'avais 10 ans devant moi et parce que la banque avait confiance en moi. Dans certaines autres banques, si vous n'avez pas, je dirais, un passé vertueux avec elles, elles vous demanderont 50-75 de la valeur de l'achat, ce qui évidemment pénalise un petit peu l'intérêt de ce genre de placement-là. Donc voilà, en synthèse, gardez en tête que votre banquier, c'est votre ami. C'est un ami qui est prêt à placer entre vos mains des sommes vraiment colossales de cash pour pouvoir financer vos investissements locatifs. C'est un ami qui a une situation de crunch très agréable. D'un côté, il prête à des taux historiquement bas, donc pour lui, c'est vraiment le marché le plus dur. Et si jamais il ne prête pas, l'excès de dépôt du cash qu'il a n'est pas réinjecté sous forme de prêt, donc il est placé auprès de la Banque de France et la banque doit payer la Banque de France pour les sommes qui sont mises à sa disposition. C'est le monde à l'envers et c'est la conséquence des fameux taux d'intérêt négatifs. Donc si vous proposez une demande de financement qui sort un peu des sentiers battus, si vous préparez un plan de financement qui prouve que vous avez compris cette mécanique des cash flows mensuels et que vous proposez une solution qui apporte aussi une rémunération supplémentaire à votre banquier, ben, vous avez toutes les chances d'obtenir votre prêt, hein, parce que vous avez quelque part une démonstration de votre éducation financière et vous apportez une solution qui est favorable au banquier relativement à d'autres dossiers bien moins intéressants que le vôtre. Donc je crois que c'est intéressant aussi de voir aussi que tout ceci va améliorer votre taux de rendement interne de votre investissement. Peut-être plus encore, ça va vous permettre d'avoir une satisfaction par rapport à la justesse de votre préparation, à la mise en place d'une situation qui va vous permettre d'avoir une situation financière favorable. Et je crois que la satisfaction que vous aurez en tant qu'individu, en tant qu'investisseur, en sera meilleure. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour qu'on commence notamment à savoir que faire pour aller voir votre banquier avec le tableau de financement et d'autres astuces que je serais content de partager avec vous.